le couple face à la maladie grave et la prise en charge systémique. Parce que, effectivement, je pense que l'approche systémique nous donne la possibilité d'être souple dans cette idée de comment on accompagne le couple et le plus 1, comme dirait Philippe Caillé, de la maladie grave, c'est-à-dire quand ce plus 1 s'impose et s'invite. Et puis, je pense qu'on a, en tant que systémicien, entre le travail de prise en charge, bien sûr, du couple, mais de la famille et aussi individuel, la possibilité de naviguer, hein, bien entendu avec une intentionnalité, hein, on en parlera, quand cela est réfléchi, avec la possibilité de rencontrer dans des contextes comme ça, où on n'est pas vraiment ni dans une thérapie de couple, ni dans une thérapie familiale, ni dans une thérapie individuelle, mais dans une thérapie autour de l'impact et de la maladie grave. Donc je pense que l'approche systémique, elle est vraiment répond à cette question de l'intrusion de la maladie dans une famille qui vient donc, ce qu'il disait Christophe, hein, changer, en tout cas impacter son fonctionnement, son organisation, sa structure, la place des uns et des autres, le rôle des uns et des autres dans la famille. L'approche systémique va nous donner la souplesse de nous adapter à l'évolution de la maladie, du coup. Donc, le titre de cette présentation va justement dans ce sens-là, du couple à la famille, l'approche systémique à l'aune des maladies graves. Et je voudrais commencer aussi par une phrase que j'aime beaucoup de Jacques Brel, que j'ai d'ailleurs cité dans le livre qui sort là en septembre sur le couple est un lieu, hein, c'est un livre sur le couple. Et Jacques Brel, il dit « L'amour, c'est quand l'autre peut être malade. » Je ne sais pas si ça vous touche comme ça me touche, mais je trouve cette phrase exceptionnelle. Parce que l'amour est quand l'autre peut être malade. Quand l'autre est malade, ça veut dire qu'il est dépouillé un petit peu de ses attributs. Hein. On est peut-être moins beau, on est certainement moins séduisant à certains moments, on est peut-être moins fun, moins sympa, on a moins envie de faire des choses rigolotes. L'amour, c'est quand l'autre peut être malade, ça veut dire quand l'autre est lui, quoi. Lui plus l'inquiétude, lui plus la souffrance, lui plus une dégradation physique dans certaines situations, dans la situation que je vais vous présenter, c'est le cas. Donc, je trouve cette phrase très, très importante et très significative. Peut-être qu'on en parlera après, mais alors, les thérapies de couple sont des thérapies exigeantes. C'est-à-dire, les couples, ils nous interpellent sur le plan émotionnel, affectif de notre attention. Vous me diriez, dans toutes les thérapies, mais les couples, ils nous interpellent aussi sur nos représentations romantiques du couple. Et on en a tous, hein. On a assez vu Cendrillon, les fleurs bleues de je sais pas quoi. On a tous une représentation du couple. Et puis, on voit bien qu'il y a des couples qui nous donnent envie. Pas forcément qu'on voudrait être dans ce couple-là, évidemment, mais les couples qui nous donnent envie, qui nous disent « Ah, mais ils sont mignons quand même. Ils sont bien entre eux. » Et donc, ces couples, ils viennent nous toucher au-delà de, je trouve, quelquefois, les thérapies de famille, les thérapies individuelles. L'événement de la maladie, je l'appelle un événement en 3 I. Et puis on pourrait ajouter celui que tu as nommé tout à l'heure, hein, l'incertitude. Moi, j'avais dit de cet événement-là que c'est un événement indésirable, inéluctable et implacable. Et puis, incertain. Hein. Indésirable, bien entendu. Hein, on ne désire pas, on ne le souhaite pas, on ne l'attend pas,
on le veut pas, mais peu importe, il est là, il arrive quand même. Inéluctable, parce que combien même on voudrait le mettre à l'extérieur, le rejeter, voir 3-4 spécialistes pour vraiment refaire le diagnostic, pour vraiment vérifier que c'est ça. Oui, mais c'est peut-être pas ça. Je pense à une situation où les parents d'une patiente qui a une sclérose en plaques, qui fait une poussée qui l'empêche du coup de marcher, qui la met en fauteuil roulant, et sa mère dit bon, ben maintenant ça suffit. Bon, maintenant on va voir un guérisseur. Ça suffit tous ces trucs d'accompagnement, de médecin, de machin, de traitement qui te rendent malade. Maintenant, c'est le guérisseur. Donc on voit bien comment il y a de la résistance en fait. On veut lutter contre cette maladie qui s'impose et qui arrive, mais quelquefois c'est difficile de lutter. C'est même impossible de résister. Et implacable dans ce sens aussi, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas d'empathie, la maladie. Hein. Il n'y a pas de maladie empathique. La maladie, elle ne tient pas compte de ce que l'autre, là où elle se greffe, c'est lui, là où elle se greffe, elle ressent. Si bon, maintenant je le laisse un petit répit, hein, on va laisser un peu tranquille. Il n'y a pas d'empathie, donc c'est complètement implacable par rapport à ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez vivre. Et puis c'est vrai, ce qu'il disait Christophe, si on devait ajouter la question de l'incertitude, surtout dans les maladies neurodégénératives, combien même les personnes, elles ont un petit peu la trajectoire, les médecins peuvent dire, je pense à cette famille, cette femme dont je vais parler, les médecins lui ont dit, c'est entre 3 et 5 ans. Hein. Voilà comment les choses vont se dérouler. Mais en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se dérouler. Et c'est une espèce d'annonce prédictive de votre infirmité qui s'aggrave, et puis une annonce prédictive aussi de la mort. Et c'est extrêmement angoissant et extrêmement déstabilisant, et le sujet n'est pas prêt. Combien même, je pense à un des médecins qui accompagne cette dame dans le soin palliatif, dans un échange au téléphone, on discutait, il dit oui, c'est terrible parce qu'elle sait ce qui va se passer, mais elle ne sait pas quand ça va se passer. Et donc ça donne une espèce de sentiment de tension et d'être sur le qui-vive, ça va arriver, mais est-ce que là, c'est maintenant déjà ça qui m'arrive ou pas? Je pense à la question par exemple des fausses routes, des troubles de la déglutition et tout ça. Vous aurez des troubles de la déglutition. Bon, alors, comment je vais faire pour manger, hein? Donc, toutes ces annonces-là qui n'amènent aucune certitude. On pourrait se dire, oui, on sait, mais on sait qu'on sait, mais on ne sait rien de ce qu'on sait, en fait. Michel Delage va appeler cette intrusion, cette effraction de la maladie, la déchirure de l'intime, comme le même terme qu'il va utiliser pour le traumatisme. L'annonce de la maladie, l'arrivée quelquefois petit à petit, quelquefois brutale de la maladie, est une déchirure de l'espace intime du couple. Et c'est un traumatisme dans le sens où, dans les cas de maladies graves, c'est tout le projet de vie qui s'arrête. C'est toute la construction de vie. C'est l'idée de on n'a plus de futur, on n'a plus d'avenir dans certaines situations. Et on va observer un décalage, une asymétrie dans la gestion, déjà dans l'accueil de l'information, dans l'acceptation de l'information. Il y a déjà une asymétrie entre il y a un membre du couple qui est malade et un autre qui n'est pas malade. Donc d'emblée, il y a une asymétrie. L'asymétrie s'ajoute à la capacité réflexive d'accueil, d'acceptation et de digestion de l'information, j'allais dire de la nouvelle, on pourrait dire de la sentence qui arrive. Et
Et cela va mettre à mal, là aussi un concept de Delage, ce qu'il appelle la mutualité des esprits. La mutualité des esprits, c'est cette capacité des couples qui sont proches et qui sont complices et qui se connaissent bien, qui fait que on a eu la même idée. Ah, on a pensé la même chose, l'autre finit nos phrases. D'ailleurs, ça devient dans le début des relations amoureuses un gage de je suis fait pour lui, je suis faite pour elle, ou je suis faite pour elle, fait pour lui, enfin voilà, en fonction des couples. On a pensé la même chose au même moment. Oh là là, il a fini ma phrase. Donc cette mutualité des esprits qui se construit quelquefois, qui commence déjà dans la rencontre amoureuse, c'est génial, on est vraiment... La synchronie, vous savez, on est vraiment... je ne sais même pas dire comment on pourrait... Vous voyez ce que je veux dire là, ce truc? Ça y est, ça marche. Quand tout branche, quoi. Quand, je sais pas, quand on est plugué. Enfin, voilà, ça, on a... Tac. Vous voyez, ça touche tout de suite votre romantisme du couple, hein, votre définition romantique du couple, on la voit là. Hein, les yeux qui brillent, tout le monde qui sourit, oui, c'est ça. Voilà, le couple nous fait ça. Hein. Le couple, il nous fait des choses comme ça. Penser le couple, ça nous met dans une petite euphorie. Hein. Et donc... dans ces couples-là qui sont abattus par l'annonce d'une maladie grave, dans notre cas, le cas dont je vais parler, neurodégénérative de surcroît, incurable, il y a une forme de perte de mutualité des esprits parce que je ne veux pas partager à l'autre ce que je pense. Et il ne faut pas que l'autre pense ce que je pense. C'est presque comme si il fallait faire le chemin inverse, vous voyez. Autant avant, on était heureux de penser les mêmes choses. Là, l'idée qu'on puisse penser les mêmes choses nous effraie. L'idée que l'autre puisse penser que je trouve dégoûtant de faire sa toilette là, que ça me révulse de devoir la tenir aux toilettes pour qu'elle fasse ses besoins. Ça n'a plus du tout le même effet, cette pensée partagée. Et donc, tout notre travail sera autour d'une forme de tentative de résilience du couple, de comment on va les aider à suturer un peu, à coudre cet intime déchiré, comment on va les aider à tisser des nouveaux liens, à peut-être des projets de vie nouveaux, différents. Peut-être c'est vrai, on ne va pas pouvoir se projeter dans 10 ans, mais on peut se projeter dans le mois prochain, dans quelques mois, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire les couples, ils peuvent être gelés dans tous les projets qu'ils ont autour de la maladie. Nasio, je ne sais pas si vous connaissez, l'Argentin qui parle beaucoup de couple, il dit un couple c'est un pilier, enfin il y a 4 piliers dans le couple. La communication, l'affect, les sentiments, l'amour, on peut l'appeler comme on veut, hein, l'amitié amoureuse, la proximité, l'affect, la sexualité et les projets. On voit bien comment l'arrivée de la maladie grave, neurodégénérative, parce que je parle de cette maladie-là, mais une autre maladie grave va mettre à mal ces piliers-là. Hein. La sexualité peut être très mise à mal, les projets, l'avenir, c'est-à-dire comment on va pouvoir se projeter. Quelquefois, les gens, ils sont tellement gelés et ils se disent, on ne va pas pouvoir... est-ce qu'elle est là demain? Est-ce que je serai là demain? Et puis, quelquefois, ils se projettent aussi, je pense à cette femme que j'accompagne et qui dit de toute façon, je ne serai pas là le Noël prochain. De toute façon, moi, j'attends le bac de ma fille.
De toute façon, après le bac, c'est terminé. Et puis, à chaque fois que les échéances arrivent, elle s'est dit, c'est quoi la nouvelle échéance? Donc, en fait, le projet, c'est le projet de la mort. C'est le projet d'essayer de maîtriser le moment où la mort va arriver pour... parce que si je me dis, j'attends le bac de ma fille dans 6 mois, ça veut dire que d'ici là, je ne peux pas mourir. Le contrat, c'est dans 6 mois. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la date s'approche, l'angoisse monte. Et puis, si c'est le dernier Noël, ok, quand on dit le 26 décembre. Mais quand on voit que on est déjà novembre, et si c'était mon dernier Noël, donc là, j'ai pour un mois. Donc, on voit bien que des stratégies de lutter contre l'incertitude, dont parlait Christophe, sont des stratégies, amènent le sujet à des projets qui sont plutôt des projets un peu morbides. Mais le projet de on essaye de partir quand même en vacances, on essaye de partir en voyage, le projet immobilier qu'on avait, donc là vous oubliez, hein, aucune banque ne vous prête plus, rien. Ça c'est mort. Mais donc les maladies graves entre perte et adaptation. Donc, quand la maladie s'invite dans la maison couple, ça c'est aussi un terme de Philippe Caillé, la maison couple. Quand la maladie s'invite dans le couple, elle va changer l'intime de la relation. L'intime de la relation entre tous les rituels. Donc les couples, nous avons tous, en tant que sujet, être humain, vivant, des rituels de vie, en fait, au quotidien. Même ceux qui se sentent les plus libres et les moins pris dans des rituels ont aussi des rituels. Ça peut être un rituel d'essayer de ne pas avoir des rituels. Hein. On s'efforce. Mais dans les couples, il y a des rituels de, je sais pas, chacun va se coucher l'un avant l'autre, ou on va se coucher ensemble, ou... on se prend le vendredi soir, tous les vendredis soirs, on se fait un petit dîner en ville. Enfin, il y a des rituels comme ça. Il y a toi qui organise tel truc, l'autre qui organise tel autre truc. Quand la maladie s'invite, elle fait une espèce de mélange de places, elle fait bouger les places, et le sujet se retrouve à un endroit où il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'il faut créer des nouveaux rituels. Et quand on parle des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire que ces rituels, ils doivent changer à chaque évolution de la maladie. Donc, ce n'est pas un rituel qui peut se poser, ce qui fait qu'il y a une forme d'étrangeté qui s'invite à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne te reconnais pas par les petits rituels qu'on a d'habitude entre nous. Et donc, changement de place, changement de rôle. Et cette transformation-là impose des changements de regard. Et les changements de regard altèrent nos affects, notre façon de nous sentir aimés par l'autre, d'aimer l'autre. C'est-à-dire que je me regarde d'une manière nouvelle, l'autre me regarde d'une manière nouvelle, avec cette crainte de la maladie. Et de voir l'autre me regarder comme ça change mon regard sur l'autre. Vous voyez la dialectique, le dialogue de la perception, parce que le regard, c'est pas juste, quand je veux dire regard là, c'est pas juste ce que je vois, c'est la définition que je donne de ce que je vois. Il faut d'abord une définition pour pouvoir comprendre une perception. Hein. C'est-à-dire, il y a d'abord une compréhension psychique et même cognitive pour pouvoir nommer une perception. Et donc le sujet, il va au fur et à mesure faire évoluer ce regard qui n'est pas forcément un regard qui va être neutre par rapport à ses affects. Je pense toujours cette famille à l'esprit et je me rappelle au début de l'annonce de la maladie, quand ils viennent au cabinet, d'abord je les vois que tous les deux, le couple. Je vous raconte, je fais une petite parenthèse et puis après je raconterai dans les détails, mais
Je me rappelle à un moment donné, elle me disait, toute seule, à un moment donné je propose qu'elle vienne seule et que lui vienne seul, justement parce qu'il y avait cette question de la symétrie, de la peur de faire effraction dans le psychisme de l'autre. Ils disent pas ça comme ça, hein, c'est moi qui le traduis de cette manière-là, mais de mettre dans la tête de l'autre, d'imposer dans la tête de l'autre ma pensée catastrophe. Donc je ne peux pas dire devant elle ce que je pense. Et elle me disait, je suis extrêmement pudique. Ça fait 25 ans que je suis avec mon mari. Jamais je ne suis allée aux toilettes avec la porte ouverte. Et au tout début, je ne pouvais pas aller aux toilettes quand il était dans la maison. Au tout début de notre relation. Elle dit, c'est pas possible que ça soit lui qui m'accompagne aux toilettes. Cette question qui paraît, c'est très important dans l'intime de la relation conjugale. Hein. Et elle dit, ça m'obsède. Ça me préoccupe de me dire ça. C'est vraiment insupportable pour moi. Alors on pourrait dire, qu'est-ce que c'est insupportable? D'autres diraient, bon, c'est pas très grave. Elle, ça vient toucher pour elle son féminin, la séduction. À partir de là, je ne pourrai plus jamais le séduire. Donc la maladie impose aux différents systèmes, bien sûr, de s'adapter. Il y a donc là une forme de crise de reconnaissance. L'autre a changé. Le regard de l'autre a changé, donc l'autre a changé. Et très souvent, on le dit, en fait, quand on accompagne des personnes en thérapie, on dit on ne va pas forcément changer sa réalité, on va changer le regard qu'il a sur sa réalité. Et à partir du moment où on change notre regard sur la réalité, on change notre posture, on change notre façon d'appréhender la réalité, et donc la réalité n'est plus la même. Et il y a l'idée des lieux d'évolution du couple qui changent. Alors, cette idée de lieu, on va aussi approfondir un petit peu, mais les métaphores sont des éléments systémiques, font partie des outils, on va dire, de la valise des systémiciens, bien sûr en fonction du style et en fonction des outils qui vous correspondent, de l'identité de chacun de nous. Hein. Mais les métaphores sont en tout cas des outils systémiques qui me plaisent beaucoup, que j'utilise beaucoup, qui sont pour moi vraiment une clé dans cette idée de la tentative d'un passage d'une lecture et d'une communication digitale, c'est-à-dire les mots très cérébrales, très intellectualisés, à une lecture analogique, à savoir bien plus affective, émotionnelle, imagée, illustrée par ce qu'on imagine. Et donc, penser le couple comme un lieu, c'est le projet du livre qui sort en septembre, hein. Penser le couple comme un lieu, c'est aussi une manière de penser vraiment la relation comme une topologie, comme un espace physique. Et si on imagine un espace physique qui représente les couples, on voit bien que dans certains couples, cet espace physique, il est plutôt beau, il est plutôt chaleureux, plutôt agréable, plutôt on a envie de se poser, de s'y installer. Et dans d'autres, c'est plutôt aride, piquant, dur, rêche, etc. Et on voit bien que les couples, très souvent, ils vont investir des lieux de la relation qui sont des lieux dans lesquels chacun va être plus ou moins à l'aise. On observe aussi que, bien entendu, on va s'accrocher souvent sur les mêmes thèmes et on va se rapprocher aussi souvent sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut dire pour que l'autre dégoupille quand même, non ? On sait ce qu'il faut dire pour que l'autre explose. Quelquefois, on le jauge, quelquefois, on ne jauge pas du tout, on lâche et puis on voit l'autre partir en toupie. Avec à la fois une certaine satisfaction, ça marche quand même. Ça fonctionne toujours, je le reconnais bien. Je pense à une patiente qui raconte ça avec un couple.
la semaine dernière, elle dit, moi je voulais lui dire que je ne voulais pas partir en vacances avec lui et ses enfants. C'est une famille recomposée, monsieur a 2 enfants et eux ils ont un enfant en commun. Je ne voulais pas partir 15 jours avec lui et les enfants. Que je voulais partir 1 semaine et que je voulais me prendre 1 semaine toute seule et le laisser avec les 3 enfants. Et elle dit, je me suis préparée à ça et tout ça. Et bon, à un moment donné, je prends tout mon courage et je lui dis. Je dis, bon, écoute, pour ces vacances, je voudrais que tu restes, venir 1 semaine et que tu restes les 2 semaines avec les enfants. Et il me répond, d'accord, comment envisages-tu tout ça, t'organiser pour ça? Et là, elle est décontenancée et même en colère. C'est ça que tu me dis? C'est ça qu'elle imaginait qu'il allait s'énerver, s'agacer. Ce n'est pas qu'elle veut la dispute, hein. Attention, ne nous trompons pas. Ce n'est pas qu'elle veut la dispute, c'est que tout d'un coup, elle ne le reconnaît plus. Et ça crée une étrangeté qui pourrait nous faire penser, mais alors on s'est éloigné. C'est quand même mieux quand l'autre est prévisible, hein. C'est quand même mieux quand on sait que si on dit ça, ça va faire ça, et quand on dit ça, ça va faire ça. C'est quand même plus facile, plus pratique. Et ça donne un sentiment de familiarité. Ah, je savais que tu allais faire ça. On le dit avec un petit sourire. Je savais que tu allais t'énerver. Nickel, j'adore. Mais si l'autre tout d'un coup réagit de manière positive, elle le dit, c'est très intéressant cet entretien, parce qu'ils sont vraiment authentiques et ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils vivent. Il est important, je redis, il est important quand même qu'on soit au clair sur le fait que ce n'est pas le fight c'est l'absence de fight qui la déçoit. C'est pas ça. Ce qui la déçoit, c'est justement que une espèce de petite trahison, d'ailleurs elle le dit. Plus tard, je vais essayer de traduire ce qu'elle ressent avec l'idée d'un peu un lâchage, quoi. Je t'attendais à cet endroit et tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et aussi une forme de trahison, c'est-à-dire alors tu as bougé, tu as avancé, tu as évolué et tu m'as pas dit. J'ai pas compris. J'ai pas compris cette évolution-là. Et ça vient un petit peu désarçonner dans le couple, hein. Et donc, le conflit peut être aussi un espace de complicité. Attention, hein, soyez pas rassurés en vous disant vous disputez tous les jours, on est complices, on se dispute. Non. Mais ça peut être aussi un espace de complicité dans le sens que on sait comment ça a surgi, on sait que c'est toujours le même truc et on sait aussi comment on peut faire pour désamorcer. Après, quelquefois on choisit de désamorcer ou pas, hein. Donc, il est important de penser que l'arrivée de la maladie va déplacer physiquement le couple dans d'autres espaces, dans d'autres lieux qui n'étaient pas visibles et qui n'étaient pas possibles jusqu'alors. Par exemple, l'espace et le lieu d'un corps intime, dans une intimité qui n'était pas possible jusqu'à présent. C'est évident que le suivi dans le cabinet libéral, et même pas un libéral, mais je me dis que quelquefois, je dis ça parce que quelquefois dans les institutions, on n'a pas la possibilité de rencontrer les autres membres de la famille. Si on travaille dans certains endroits, on doit recevoir les enfants, les adolescents, on ne peut pas rencontrer le couple. Dans d'autres contextes, c'est la prise en charge de la personne adulte, en individuel, et on ne peut pas, c'est pas très bien vu d'inviter le conjoint, la conjointe, les enfants, qu'est-ce qu'ils font là en psychiatrie, il n'y a pas de raison qu'ils soient là, pourquoi on les rencontre? Bien sûr, c'est vrai, vous allez me dire, ces représentations, elles évoluent, on est de plus en plus dans une logique aussi d'une pensée de l'impact de la maladie dans le système, mais cela n'est pas toujours encore aisé dans toutes les institutions. Donc c'est vrai que la prise en charge libérale, elle donne cette liberté de plus en plus
s'adapter au contexte, de s'autoriser certaines libertés par rapport à l'espace de soins. Et alors, je veux dire ça comme ça, mais on n'a pas besoin de se justifier. On a évidemment une responsabilité et un engagement auprès des familles, mais on n'a pas un collègue qui va dire « mais tu as vu le monsieur tout seul, le mari, mais quand même par rapport au secret professionnel, tu comprends, c'est qui ton patient ?» C'est presque dans un contexte comme ça, en fait, tout le monde fait partie de la prise en charge. La maladie, elle impacte tout le monde. C'est l'idée de l'onde de choc, vous voyez, c'est la goutte d'eau qui tombe qui fait que l'onde de choc, c'est là l'épicentre, mais ça touche tout autour. Et peut-être que ça serait intéressant que je rencontre la mère de madame, le père de madame, le frère, les enfants, l'enfant, le conjoint, mais tout ça n'est peut-être pas bien facile de faire dans certaines institutions. Et quand on est sous le regard aussi quelquefois un peu incompréhensible, surpris de nos collègues qui disent « mais tu fais ça comme ça ». C'est un regard à la fois qui peut nous aider à réfléchir, bien entendu, mais c'est aussi un regard qui peut nous freiner et nous empêcher d'être créatifs et nous adapter à la logique dans laquelle se trouvent les personnes. Donc, si on prend ce regard comme quelque chose qui nous aide à penser, même comme un appui à la pensée, se dire oui, mais c'est ça parce que ça me paraît comme ça, logique de cette manière, et je trouve que ça peut être utile de telle ou telle manière, mais que ça ne vous empêche pas de le faire, super. Si ce regard devient un regard qui vous freine et qui vous empêche de vous déployer dans ce que vous avez imaginé qui pourrait être cet accompagnement-là, ça c'est plus difficile. Donc, il n'est pas rare que dans les accompagnements du couple ou de la famille autour de la maladie, nous puissions rencontrer le système au complet, le couple, quelquefois les fratries, mais aussi individuellement les membres du système. Cette mobilité du cadre évolutif émouvant en opposition à la rigidification des corps, c'est quelque chose, c'est un article que j'ai écrit dans le journal des psychologues, ça. Peut-être c'est le livre qui va sortir, je ne sais plus, 2022, c'est peut-être le livre, avec l'idée que pour cette femme, donc elle a une maladie de Charcot, et en fait son corps se rigidifie au fur et à mesure, et je trouvais qu'il y avait une espèce de vase communicante entre plus son corps se rigidifie, plus le contexte plus la thérapie doit s'adapter, plus tout le monde doit s'adapter autour d'elle. Et nous, en tant que professionnels, moi en tout cas, j'ai fait partie de ce système-là. Donc je dois aussi, moi, m'adapter. Ce qui a fait que cette thérapie, elle s'est déplacée de mon cabinet à sa maison. Elle a eu à certains moments, on a dû ouvrir l'espace au fils de cette dame, penser à rencontrer sa belle-sœur qui est son aidant familial au quotidien, qui a une belle-sœur qui a pris une disponibilité, qui est infirmière, qui a pris une disponibilité dans son travail pour aller vivre chez son frère et sa belle-sœur pour l'aider. Et donc j'y suis, c'est l'histoire de Lucille et Louis, on va appeler comme ça. J'ai fait exprès de choisir des prénoms qui commencent par elle, qui sont proches, parce que c'est un couple très, alors on dirait fusionnel, mais c'est un couple très très proche, dans un système qu'on pourrait nommer quand même fermé. Ils ont peu d'amis, des amis très proches, intimes, mais qui ne vivent pas à Bordeaux, donc ils voient pas beaucoup de monde. C'est des gens très intelligents, qui ont envie de faire plein de choses, mais qui sont aussi très sensibles dans... voilà. Les amis, c'est des gens proches, on ne s'étale pas, on n'est pas du tout dans le mondain, les valeurs, les choses qui sont importantes pour nous, c'est l'amitié profonde. Alors, je traduis ça comme ça, c'est sans doute pas ce qu'il dirait, mais c'est comme si on ne va pas perdre notre temps avec des choses qui sont un peu futiles
et qui passe comme ça, éphémère. Donc ils ont madame 47 ans, monsieur 49 ans, et ils viennent en consultation. On a une très bonne amie en commun, et c'est cette amie qui m'appelle en me disant, est-ce que tu peux s'il te plaît les recevoir? Ce couple m'avait déjà croisé, on n'avait jamais fait un repas ensemble, mais il m'avait déjà croisé dans un événement, enfin une signature d'un bouquin, j'ai tout raconté, dans la signature d'un livre chez Mola, ils étaient venus, le thème les intéressait, ils étaient venus, ils ont acheté un livre que j'ai signé, voilà, ils m'ont vu dans ce contexte-là. Et mon ami me dit, ils ne sont pas du tout psy, c'est des gens qui n'iront pas voir un psy, mais peut-être que si c'est toi, ils seront d'accord. Et donc, ça commence déjà avec quelque chose un peu intime, vous voyez, un peu intimiste. C'est pas n'importe quelle personne, c'est cette personne parce qu'on a vu ça, on a fait ci. Donc, ça montre quand même que c'est un truc un petit peu fermé. Donc, ils viennent dans ce contexte et ils arrivent tous les deux, ils sont bras dans les bras. Je veux pas faire ça, je veux pas imiter avec Christophe, ça la fout mal. Ils sont bras dans les bras. Et puis, elle a une attelle à la main. Et il dit cette phrase qui pour moi est très significative, c'est lui qui le dit, Lucille est victime de la maladie de Charcot. Il ne dit pas elle est atteinte, il ne dit pas il y a eu un diagnostic, il dit elle est victime de la maladie de Charcot. Donc ils viennent me parler avec beaucoup d'émotion de ça, de cette annonce, ça fait quelques semaines qu'ils ont eu donc le diagnostic, ça a été confirmé, mais personne n'est au courant. Personne n'est au courant, ils ont un enfant qui a 20 ans. Très vite, moi, je parle de l'importance que Nino soit au courant. Je dis, mais Nino, il voit des choses, là, vous ne pouvez pas cuisiner, alors que... Donc, ils expliquent qu'elle est très bonne cuisinière, qu'elle fait plein de choses à la maison, et là, elle ne peut plus faire les choses, qu'elle dit un peu ce qu'ils doivent faire, mais qu'elle est plutôt à côté, dans la cuisine. Et j'ai dit, mais Nino, quand même, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il pose aucune question. Non, il pose pas de questions, mais il vit sa vie, il a 20 ans, il a une copine, et il fait ses études, non, il pose pas de questions. Ce qui est quand même une surprise, hein. Ah, c'est-à-dire, eux, ils ne sont pas surpris, mais moi, oui. Tout d'un coup, un enfant voit que sa mère a une attelle. Les parents, j'ai l'impression que tout les fait pleurer. Elle surtout, beaucoup. Elle surtout. Lui, il est touché, il est abattu. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit là et qu'il ne pose aucune question? Et ça met déjà la puce à l'oreille sur ce qui est dissible et ce qui ne peut pas être dissible. Les enfants, ils comprennent immédiatement, hein. Il ne faut pas poser la question, il ne faut pas y aller, ça va poser beaucoup de problèmes, mais eux, ils ne sont pas du tout dans cette logique, ils disent on protège, c'est-à-dire c'est le silence pour protéger. Donc je vais dire quelques mots sur la maladie de Charcot, j'imagine que tout le monde connaît cette saloperie. La maladie de Charcot donc, est aussi connue par le nom de sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie neurodégénérative, qui a une faible incidence héréditaire, mais qui a quand même une incidence héréditaire. Et donc la question, est-ce que Nino a la maladie? Elle était bien sûr dans ma tête. Est-ce qu'il pourra développer la maladie? Et elle était aussi dans la tête des parents, mais qui ne pouvaient pas dire à leur fils, hein. Donc, souvent d'origine aléatoire, elle altère les muscles et responsable de la motricité de manière progressive et paralyse d'abord les bras et puis les jambes et puis le pharynx. Souvent, il y a un trouble de la déglutition qui arrive assez rapidement et que les personnes vont être souvent alimentées par une sonde, c'est le cas déjà de cette dame. Et l'espérance de vie, c'est entre 3 et 5 ans à partir du diagnostic. Et un autre élément qui est très difficile, je trouve, à vivre dans la maladie Charcot, c'est que toutes les fonctions intellectuelles sont préservées
et au fur et à mesure, la personne ne peut plus s'exprimer, elle ne peut plus parler, et elle va pouvoir, là, actuellement, déjà depuis pas mal de temps, cette Lucille, elle utilise un ordinateur pour communiquer. Il y a une espèce d'enfermement hein, dans une solitude, dans une espèce de bocal de vie. Donc Lucille, elle a eu, depuis le départ, en tout cas de la thérapie, mais on voit bien que dans son couple, elle est mariée avec un basque. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle le dit comme ça. Je suis mariée avec un basque. C'est un basque. Bon, j'ai creusé un peu ce que ça voulait dire d'être mariée avec un basque, qu'est-ce que ça impliquait cet homme basque. Et elle me dit, c'était pas très flatteur, mais j'ai dit quand même. On est dans les Landes, hein, tu peux y aller. Oui, mais bon, c'est à côté. Je me dis, il y a peut-être des basques. Non, les basques et les landais, c'est pas pareil. Oui, mais, ça c'est sûr. Mais bon, quelquefois, ça se mélange, ça, non? Il n'y a pas de, je sais pas. Ah moi. si, oui. J'ai un peu peur. Oui. J'ai un peu peur, je dis ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Lucille. Elle dit, c'est un homme basque, donc c'est un taiseux, qui ne parle pas de ses émotions. Et puis, c'est un râleur. Je sais pas, c'est des Basques qui sont par là depuis quelques générations. Les Basques, ils sont chauvins, c'est surtout ça. Les Basques sont chauvins, me dit Christophe. Le Landais, pas du tout, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, Lucille, elle parle, et donc elle dit, avec lui, je dois toujours, moi, dire les choses. Il les pense, mais il ne peut pas les dire, donc je le dis. Et donc, elle, très vite, dans les entretiens, je propose de les voir en couple. Il dit quand même, Louis, qu'ils ne sont pas dans une thérapie de couple, parce qu'ils n'ont pas de problème de couple. Ils s'entendent très bien, ils s'aiment très fort, et ce n'est pas une thérapie de couple, ce n'est pas un couple qui va mal. Et donc, j'ai dit, alors, comment on pourrait dire ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est une thérapie de quoi ? Et donc, il réfléchit, si on a plusieurs... C'est une thérapie de la maladie. Ah non, ça va pas. On va pas dire que c'est la thérapie de la maladie, parce qu'on va pas prendre soin d'elle comme ça. On va pas en plus lui faire une thérapie. On pourrait dire quoi ? Donc, c'est pas une thérapie de couple, c'est une thérapie pour gérer la maladie. Et donc, c'est un peu le terme qu'on a. On est passé par plusieurs, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est celui de la thérapie de la maladie. Ça avait été refusé entre nous. C'est lui qui avait dit « Ah, c'est la thérapie de la maladie ». Et Lucie, elle avait dit « Ah non hein. ». Et puis moi, elle avait dit « Ah non, on ne va pas prendre soin d'elle en plus, ça va quoi ». Elle déjà nous enquiquine assez. Et donc, c'est une thérapie à cause de la maladie. C'est une thérapie pour apaiser les souffrances liées à la maladie. Et donc, elle dit, elle, à un moment donné de la thérapie, elle dit « On va vivre l'horreur avec cette maladie et je ne sais pas s'il lui va supporter et s'il va vouloir rester. » Ce qui est pour moi assez surprenant parce que pour moi, c'était une évidence qu'il n'allait pas la lâcher. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était basque ou parce qu'il était amoureux d'elle ou parce que c'est un homme engagé, mais j'avais l'impression qu'il n'allait pas du tout la lâcher. Et lui, bien sûr, il lui explique, très ému, il dit jamais je suis avec toi, tu sais que je t'aime, ça me fait de la peine que tu dises ça comme ça, comment tu peux penser ça de moi et tout ça. Et puis, il y a un petit peu, de ma part, une forme de traduction de ça. Je disais, je pense pas que Lucille ne pense peut-être pas ça de vous, mais elle a peur de le penser. Et quand elle le dit, et qu'il vous le clarifiez, elle apaise en elle quelque chose qui n'est peut-être pas lié à vous, mais qui est lié aux peurs qu'elle a, elle. Dans cette thérapie, il y a eu quelques étapes qui ont été pour moi très importantes. C'est-à-dire, la première, c'était de reconnaître les besoins d'exclusivité de ce couple. C'est-à-dire, j'ai très vite compris qu'il ne fallait pas que je sois avec eux dans une forme d'escalade symétrique sur « il faut dire à Nino ». Et que je devais de poser les questions sur comment va Nino, qu'est-ce qu'il dit Nino, comment nana, sans forcément leur dire vous devez dire à Nino, parce que c'est un couple qui était un couple exclusif, qui reste un couple exclusif,
pour lequel ils avaient déjà vécu l'intrusion de la maladie, le tremblement de terre de la maladie. Je trouvais que c'était difficile pour moi de imposer cette chose en plus. Mais à la fois, je voulais leur dire que je n'oubliais pas Nino et qu'il était dans mon esprit. Et à la fois, je voulais laisser la possibilité à ce qu'il s'exprime sur ça. Et je disais souvent des choses un peu comme ça. La maladie, c'est une traversée. Vous êtes les deux coéquipiers dans cette traversée-là, mais peut-être qu'il y a d'autres coéquipiers qui peuvent se joindre à vous durant la traversée. C'est pas obligé que vous soyez que tous les deux dans tout ça. Mais ça vient quand même, cette idée de tous les deux, nous deux, ça vient rejoindre quand même le mythe fondateur du couple. Nous sommes que tous les deux face au monde, aux autres, à la vie, etc. Ce couple avait vécu des choses très difficiles. Ils ont perdu un enfant alors qu'elle était au 7e mois d'une grossesse. Ils ont eu du mal à avoir Nino et ils ont traversé des processus de FIV. Donc c'était quand même nous deux, quoi. Les événements de vie les a renforcé ce mythe du couple, nous deux. Et donc la question de l'inclusion de Nino a été quand même très délicate. À un moment donné, je vous dis, je les ai vus séparément. Et puis après le confinement, on a fait 1 ou 2 entretiens en visio. Et en fait, c'était plus possible parce que je comprenais pas bien ce qu'elle disait. Et donc on avait décidé de faire une pause l'été et qu'en septembre on se retrouve. Et déjà, il m'appelle en septembre, elle ne peut pas venir à cet entretien physiquement au cabinet. Et j'avais déjà dit à ce couple que je viendrais chez eux, si c'était nécessaire que je viendrais. Et donc, le premier entretien de septembre, ça se passe comme ça. Et ils me disent, Nino sera là. Super, donc on fait un entretien. Donc je découvre Nino comme ça, à ce moment-là. Et en fait, ils n'avaient pas encore annoncé à Nino. Et donc, j'arrive, ils sont là, on est installé, elle est en fauteuil, et Nino arrive. Et donc, je dis, bon voilà, je suis Victor, non. Oui, mes parents m'ont dit qu'ils vous voyaient. Et vous savez pourquoi? Oui, mais parce que maman est malade et ça ne va pas pour elle. Et je dis, vos parents vous ont parlé? Il dit, oui, ils ont parlé d'une maladie grave, mais... Et les parents m'avaient dit qu'ils avaient pris soin de ne pas dire le nom de la maladie, pour qu'ils n'aillent pas chercher sur Internet. Il dit, vous savez ce que c'est cette maladie, Nino? Et c'est la maladie de Charcot. Parce que Nino, il n'a pas 2 ans et demi, il a 20 ans. Et donc la maladie de Charcot, alors comment vous savez? Et il dit oui, parce qu'en fait, j'ai vu des enveloppes arriver de l'hôpital. Ça cogite. Et j'ai vu des enveloppes arriver de l'hôpital. Et donc, on fait tout un entretien sur le fait de ne pas dire, cette espèce de silence pour ne pas déranger. Et cette forme d'isomorphisme dans lequel je risquais de tomber moi-même. C'est-à-dire l'isomorphisme, c'est un concept qui a été utilisé par Minuchin dans l'approche systémique, qui a emprunté des mathématiques. Je ne sais pas si vous connaissez. L'isomorphisme, c'est 2 figures géométriques en mathématiques. Quand on les superpose, c'est pareil. Et donc, c'est égal, c'est la même figure. Et ça amène une forme de similitude, une idée de similitude, de symétrie, de proximité dans les postures. C'est une forme d'écho. On pourrait dire, voilà, quelquefois on utilise un mot moins sympa, on dit on est contaminé par le fonctionnement de la famille. C'est cette logique de l'isomorphisme dans laquelle on peut, nous aussi, rentrer dans un silence pour ne pas déranger. Et j'ai réalisé à ce moment-là que je faisais beaucoup ça avec eux. Je ne disais pas certaines choses pour ne pas les déranger. Je me disais, mais ils souffrent déjà assez, ils sont déjà beaucoup bousculés, je ne veux pas en plus dire tel truc. Comment je fais pour dire à ce monsieur que je trouve que
il faut quand même faire venir d'autres personnes parce que là, ça va plus. Alors, j'utilise mes métaphores, et tout doucement, mais on voit bien que moi aussi, je me retrouve avec eux dans cette forme d'isomorphisme qui, on peut se dire qu'à un moment donné, c'est un peu embarrassant. Mais c'est aussi une forme d'être connecté avec eux. Et la manière la plus, enfin, je trouve intéressante d'utiliser les isomorphismes, c'est quand même de faire la métalecture. Là, quand je fais ça, est-ce que je ne suis pas en train de fonctionner un peu comme eux? Et donc, dans cet entretien extraordinaire avec Nino, j'ai dit, mais est-ce que vous avez peur pour vous? Il a dit, donc vous êtes allé voir sur Internet, est-ce que vous avez peur pour vous? Et il dit non, parce que j'ai entendu une discussion entre maman et ma grand-mère, où ma mère a dit que les médecins avaient dit que ce n'était pas une forme génétique. Donc lui, il savait tout, mais lui non plus ne disait rien. C'est la logique du système, hein? On ne dit pas. Et je propose à Nino de le rencontrer. Je dis, est-ce que tu veux venir à mon cabinet pour qu'on discute un peu de comment c'est pour toi? Et il dit oui. Et donc, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, je vais m'adapter au rythme de la maladie. Comme Lucille doit s'adapter au rythme de la maladie, vous imaginez, c'est bien plus facile pour moi. Hein. Et j'ai dit souvent à Louis, qui est très impatient, très agacé de voir Lucille peu combative, pleurer beaucoup, etc. Parce qu'il la perd quand elle est dans cette souffrance et qu'il pleure. Il la perd. Il y a peu de mutualité là. Et donc, je lui explique que Lucille, elle n'a pas le temps de faire le deuil d'une perte, qu'il y a déjà une autre perte. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle ne pouvait plus se coiffer et se laver les cheveux et au moment où elle était en fauteuil roulant, il y a que quelques mois qui se passent où elle arrête sa cuisine, qui était quelque chose qu'elle aimait beaucoup, qu'elle doit aller moins au travail, qu'elle ne peut plus fermer son bouton de son pantalon, qu'elle doit mettre des vêtements qui n'ont pas de boutons parce qu'elle ne peut plus les fermer, que c'est son mari qui l'habille et où elle se trouve en fauteuil roulant, ne plus marcher, à devoir aller moins au travail. Enfin, c'est des deuils, c'est des pertes qui se succèdent et des deuils qui... Enfin, il y a une espèce de... On n'a pas le temps, quoi. Et donc, pleurer, c'est quand même la seule alternative un peu pour signifier cette souffrance. Donc, le couple comment lieu et les lieux du couple, cette forme de topo-analyse conjugale que je propose, dont je parle pour la première fois en public, qui est donc le thème, le titre du livre qui va sortir, c'est « Le couple est un lieu », qui sort en septembre. Donc, je n'ai pas encore parlé de ça à d'autres. Je n'ai pas fait lire ce livre par quelqu'un d'autre, à part Robert de Burger, qui a fait la préface. Donc je suis un peu émue de dire quelque chose là, parce que vous allez peut-être trouver ça totalement ridicule. Et c'était la crainte que j'avais quand Robert de Burger, j'ai proposé à ce qu'il fasse la préface. Je raconte l'anecdote parce que c'est trop drôle. Il me dit, je vais lire le manuscrit et je vous dis. Donc, bien sûr, hein. Donc là, je suis déjà crispée comme ça. Il va lire le manuscrit. Une semaine après, il répond « Je suis d'accord pour faire la préface. » Je dis « Ah, yes !» Donc, soulagement. Je sais pas, 4 jours après, il me dit « Est-ce que je peux vous dire quelque chose au sujet de votre livre ?» Je dis « C'est bon, c'est terminé, c'est pourri. » Il va me dire « C'est nul, je ne peux pas faire la préface. » En fait, là, maintenant, j'ai lu, madame. Ça ne va pas du tout. J'ai dit « Oui, vous pouvez. » Et donc, je sais pas... 72 heures, j'avais un groupe de formation ce jour-là, je vais pas pouvoir assurer là. Comment je continue? Et puis un jour et demi après, il m'envoie un message et il dit j'adore la topo-analyse, je pense que il y a quelque chose d'inversé dans votre livre, vous mettez la topo-analyse à la fin, la topo-analyse conjugale, c'est-à-dire l'analyse du lieu, alors que vous devez mettre dès le départ, parce que sinon, vos lecteurs vont rester en haleine, et puis vous devez mettre en valeur ça. C'est tout. Si c'est ça, immédiatement, ça sera changé. Donc on est toujours encore même si après plusieurs années d'expérience et de travail, on a toujours la crainte de partager des idées, et que ces idées, bien sûr, fassent flop. Donc,
Je ne veux pas vous demander de faire des faux enthousiasmes, hein, même si quelquefois j'ai dit à mon mari, moi je veux des mensonges. Je veux que tu souris quand j'arrive, je veux que tu me dises que je suis belle, je veux que tu me dises que j'étais manquée. Ah, je veux ces mensonges-là au quotidien. Ça le fait rire. Mais il ment quand même. Il continue à mentir. Non, je ne veux pas vous demander de mentir, mais voilà, l'idée du couple comme un lieu et les lieux du couple, c'est vraiment cette notion du territoire et que nous avançons avec eux vers l'exploration de ces territoires, avec des paysages qui quelquefois sont des paysages agréables, rassurants, sécurisants, et qui quelquefois sont des paysages plus arides et malgré ce, rassurants quand même, sécurisants pour eux, insécurisants pour le thérapeute, mais sécurisants pour eux. Et je vais utiliser avec eux justement une métaphore autour d'une maison qu'ils ont construite. Ça va être pour nous vraiment une métaphore très présente dans tout l'accompagnement de Lucille et Louis. Et ils racontent cette maison qui est une maison dans les Landes. C'est une maison qui est solide. Elle est posée seule au milieu des pins, très à l'image de leur couple. Hein. Mais elle est chaleureuse, elle est sécure, elle est confortable et elle ressemble à un cocon. Ça, c'était la description qu'ils ont fait quand je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a un lieu où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, un lieu qui vous ressemble, qui est votre lieu? Parce que dans cette idée de la topoanalyse conjugale, il y a deux perspectives. Il y a la perspective du lieu symbolique de la relation, les lieux que les couples explorent de leur relation. Il y a quelquefois des espaces de la relation qui ne sont pas explorés par le couple et qui ne sont pas trop explorés par le thérapeute non plus. Et quelquefois, il y a le fait que le thérapeute souhaite explorer des lieux qui ne sont pas abordés spontanément par le couple, mais on voudrait les inviter à aller dans ces lieux relationnels-là. Et il y a des vrais lieux physiques, hein, des lieux où les lieux, ils ont des effets émotionnels sur nous. Dans toute notre histoire, il y a des lieux là où on se sent bien, il y a des lieux où on se sent mal. Les événements et les lieux se mélangent. Dire à Aldo Rossi, qui est Aldo Rossi, c'est un Italien architecte que j'ai pas mal lu parce que j'aime bien ce qu'il et il raconte une esthétique des lieux, mais l'idée des lieux qui rencontrent les personnes. Et c'est pas que les personnes qui rencontrent les lieux, c'est les lieux aussi qui rencontrent les personnes et comment cette rencontre des lieux va donner quelque chose qui nourrit le sujet. Et donc, on parle beaucoup de cette maison et la description qu'ils font, je trouve que si on ferme les yeux, c'est tout à fait le couple. La description qu'ils font de cette maison est tout à fait pour moi la description de leur couple. Donc, à l'image de ce couple, ce lieu les renvoie à la sérénité malgré la tempête et donc nous allons régulièrement aborder avec eux le fonctionnement et le style de ce couple et de cette maison à la campagne avec cette idée que dans la description du couple-lieu, j'ai fait un néologisme plus tard, je veux dire le couple-lien, entre lieu, lien, le un, l'unique et le singulier qui forment les couples. Et c'est de ça dont il va être question. Et donc l'approche systémique, avec bien sûr l'adaptabilité qui est possible, va avoir une intention et chaque étape va être construite dans une forme d'intentionnalité pour moi. C'est-à-dire que c'est pas que parce qu'on est systémicien on peut tout faire. C'est-à-dire qu'on est systémicien, on va dire, on a un espace d'évolution plus significatif, plus important, mais on va pas faire n'importe quoi. Il faut quand même qu'on ait une hypothèse de travail, une intention qui va signifier ce qu'on va faire. Et donc, je les rencontre, je vais à domicile, je la rencontre séparément, on décide que ça va être à cette étape-là que je les rencontre séparément. Lui, il vient à la maison, au cabinet, monsieur, et je continue à voir Nino régulièrement. Et à partir d'un certain temps, Lucille, elle doit être aspirée. Vous savez, elle salive beaucoup, et durant l'entretien, elle doit être aspirée. Et j'observe, à certains moments, elle peut dire à sa belle-sœur, reste. Et j'accepte. Et donc la belle-sœur reste à l'entretien. Et cet entretien qu'on a fait avec la belle-sœur
C'était un entretien très important où elle parlait des difficultés qu'elle pouvait avoir avec Louis, qui pouvait s'agacer, s'énerver quand elle pleurait, ou bien quand quelque chose n'allait pas bien, quand il avait du mal à plier sa jambe ou à l'asseoir, qu'elle sentait chez lui un agacement. Et elle va dire sa belle-sœur avec l'idée que sa belle-sœur pouvait être une alliée. Et comme ça, à cet entretien, elle dit « Je pense que ça serait bien qu'on organise un week-end pour lui. » Et toute figée qu'elle est, elle organise un week-end pour lui. Pour qu'il aille à Paris voir des amis. Et donc, un autre entretien va avoir lieu où c'est lui qui est là et elle l'appelle je comprends qu'elle doit être aspirée, donc je l'appelle dans une autre pièce pour qu'il vienne l'aspirer. Et quand il est là, elle dit « Je me demande s'il ne faut pas qu'on dise à Nino. » Et donc, en fait, elle aspire les gens à l'entretien. Et je dis en fait, Lucille, j'ai l'impression que finalement, quand les gens viennent vous aspirer, vous les aspirez. Vous dites, mais vous restez là, en fait. Donc, elle a tendu à lui une perche qui était, je vais dire à Nino. Et donc, il y a un secret autour de cet enfant mort, de FIV, etc. Il dit, mais quoi? Mais Nino, il sait. Et en fait, Lucille, elle commence à faire les annonces qu'elle veut faire avant de partir. Ça fait 4 ans. Elle est très au clair sur le fait que ça fait 4 ans. Et elle commence à... Et donc, elle le fait, elle lui dit ça durant cet entretien. Et je dis à Lucille, vous voulez qu'il reste? Elle dit oui. Donc, il reste à l'entretien. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais rencontrer la belle-sœur en entretien, Louis en entretien à quelques reprises, pas tout le temps, sa mère. J'arrive, la mère est là. Et donc, pareil, même truc. Il faut l'aspirer. Et puis, elle aspire l'autre. Et donc, c'est aussi... Et donc, je lui dis, en rigolant, c'est vous qui décidez de tout ici, en fait. Et donc, elle décide qui elle va inviter à l'entretien. Et pour moi, l'intentionnalité pour moi était celle-là. C'est-à-dire de me laisser guider par Lucille dans à cette étape-là, vers où on va. D'ailleurs, on travaille sur cette question du domicile dans un ouvrage qui va apparaître aussi l'année prochaine, dans lequel tu écris un truc. Donc, juste pour finir, le thérapeute, à mon sens, doit, dans ces situations, évaluer avec tact face à tant de douleurs et dans la mesure du possible, accompagner les personnes à réinventer leurs relations, à retisser les liens, à renouer les affects pour eux, mais aussi pour les générations à venir. Merci.